c'est qu'en 1 heure, on est 3 auteurs, plus Nico qui présente son livre, plus un blogueur qui présente son livre. Donc on fait un format court et dynamique. Ok, j'ai compris. Non, je suis pas en forme. J'ai Ah fait la fête non, hier soir, alors je suis pas en forme. T'as fait la fête? Avec qui? Bah comme oui, un petit shoot avec, de bonheur là. avec ma petite sœur. Bon, ça va. Bah, Bienvenue dans l'apéro des carreaux, nouvelle version spéciale Jérôme Loubry, qui vient de sortir Les Sœurs de Montmort aux éditions Calman Lévy. Coucou Caro, coucou Jérôme. coucou. Salut. You. Jérôme, dis-nous tout. Oui, pardon, je m'endormais. Comment s'est passée la construction de ce livre qui est complètement différent des autres? Tu te renouvelles à chacun de tes romans. Ouais. Celui-ci est vraiment, comment on pourrait dire, très surprenant. On avance dans le bouquin et il reste 10 pages de la fin et on se dit mais comment il va réussir sa fin en fait? On est complètement paumé. Tu t'embarques le lecteur dans une espèce de labyrinthe où il est perdu pendant la majorité du livre. Ouais. Je voulais savoir si dès le début du bouquin tu avais ta fin et tu savais comment tu allais le construire. Excellente question, Caroline. Merci beaucoup. Alors oui, dès le début, j'avais la fin en tête. Mais comme souvent, j'ai la fin, j'ai le début, j'ai les personnages principaux, mais tout se déroule pendant l'écriture. C'est-à-dire, je ne sais pas par quel chemin exactement je vais commencer quand je commence l'écriture. C'est en faisant connaissance avec les personnages, avec le lieu, que les voix se dessinent petit à petit et que j'arrive donc à cette fin. Donc pas de construction spéciale, puisque je ne fais pas de plan, j'écris chapitre après chapitre. Voilà, c'est au fur et à mesure que se dessine le chemin pour aller jusqu'à la fin que j'ai déjà en tête, mais qui peut changer et varier pendant l'écriture. Et alors l'idée de ce roman, elle vient d'où? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi ça parle pour les gens qui ne t'auraient pas encore lu? Oui, alors Les Sœurs de Montmort, donc on suit Julien Perrault, un policier qui est muté dans le village de Montmort, un petit village un peu perdu, et il s'attend donc à voir, pas des ruines, mais vraiment le village paumé dans la Creuse ou ailleurs, ou dans le Berry. Et quand il arrive, au contraire, ce village est très moderne, très propre. Il y a tout ce qu'il faut comme infrastructure. Il y a un hôpital, il y a une ancienne prison, il y a une bibliothèque, etc. Et le commissariat donc, où il se rend pour prendre son poste est également équipé du matériel dernier cri de sécurité. Donc ça l'intrigue un peu. Il interroge ses collègues et ses collègues lui apprennent qu'il n'y a pas grand-chose à Montmort, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de trafic de drogue, enfin rien qui justifierait tout ce matériel. Et Montmort, donc, il y a deux choses à savoir sur le village de Montmort. Un, c'est un village privé, donc le maire est propriétaire du village, Albert de Thionville. Et deux, Montmort, c'est le diminutif de la montagne des morts, puisqu'il y a une montagne à l'extrémité, enfin une sorte de gros rocher à l'extrémité du village, d'où étaient jetées les présumées sorcières lors des procès de sorcellerie au XVIIe siècle. Voilà, donc Julien va arriver dans ce décor tout neuf, et il va être chargé par le maire d'enquêter sur la disparition de sa jeune fille qui est décédée et qui a été retrouvée quelques années auparavant au pied de cette montagne. Donc symboliquement, quelqu'un l'a poussée en considérant que c'était une sorcière, enfin en faisant un clin d'œil un peu lugubre aux sorcières d'antan. Voilà, donc Julien va faire son enquête et au fur et à mesure, il va se rendre compte que ce village est un peu plus bizarre qu'il ne le pensait et que les habitants vont avoir un comportement assez étrange. Voilà pour le synopsis. Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire là-dessus? Quel est ton point de départ? Oh ben, le Les point de sorcières? départ, ouais, le point de départ, c'est une musique, le point de départ. C'est en écoutant une musique, c'est celle qui est donc au début dans la préface, que je présente dans la préface, c'est la musique d'Agnès Obel. Et en écoutant cette musique, j'étais transporté vers voilà, c'est un lieu un peu étrange avec des voix qui tombent, enfin qui coulent, des forêts. Et j'ai tout de suite imaginé ce village comme un huis clos. Et après, il y a plusieurs choses qui se mêlent, hein. Oui, donc la sorcellerie par rapport à mon Berry d'enfance. Il y a un thème plus moderne dont on ne peut pas parler puisqu'il est divulgué
un peu plus tard. Aussi un côté aussi assez féministe aussi dans ce livre, quand j'explique les sorcières exactement, ce que le personnage principal pense des sorcières qu'on jugeait un peu trop facilement parce qu'elles étaient un peu différentes, ou seulement différentes des hommes. Donc voilà, et cette envie aussi de placer le lecteur dans un huis clos, de le tenir par la main un peu et de le diriger dans un labyrinthe et de le mener où j'ai envie. C'est ton 5e roman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'écrire sur les sorcières, enfin Oui, les oui, tout à légendes, fait. Oui, farfelues? oui, moi j'étais bercé par ça depuis que je suis tout petit, hein. Dans ma région, on va encore voir les rebouteux, les coupeurs de feu, les penseurs. Bon, la sorcellerie est présente un peu partout. Oui, bah, après, j'avais déjà mis un pied dans la magie ou sorcellerie, entre guillemets, avec De Soleil et de Sang, où je parlais du Mm. vaudou. Là, ce qui est assez différent, puisque c'est une religion officielle là-bas. Donc là, on est un peu plus dans le folklore avec les sorcières. Mais oui, c'est une manière de faire un petit clin d'œil à ma région natale et à ma ville natale, hein. Et puis tu écris plusieurs fois que rien de bon n'arrive jamais à Montmort lorsqu'il neige. Évidemment, il neige. Oui, 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 oui. Oui, voilà, le flocon de neige, où tout n'est que flocon de neige, tout le reste n'est que flocon de neige également. Euh, c'est une manière de mettre une petite alarme dans l'imagination du lecteur. Avec ces phrases-là, quand il commence à neiger, il se dit, oh, là, il va se passer quelque chose. Donc c'est un peu un danger latent qui plane au-dessus de Montmort et aussi du lecteur quand il voit quelques petits flocons qui commencent à tomber des nuages. En 5 romans, tu t'es imposé dans le paysage du thriller français. Tu nous surprends de roman en roman. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de nous préparer pour le prochain? Non, pas du tout, parce que je suis encore là, je me promène encore à Montmort avec mes personnages. Et du coup, Mais pour rebondir, tu nous dis que tu n'as pas envie de quitter tes personnages de Montmort, tu n'as jamais fait de suite à aucun de tes livres. Est-ce que oui. ça peut être envisageable ou pas de retrouver certains personnages que tu n'as pas envie de laisser? Oh là là, Euh, Caro qui cherche les sens cachés. ouais, t'as vu ça? C'est une Euh, sorcière, attention. Elle est en forme, hein. Mais il aime Elle a bien bien, les sorcières, Jérôme. elle a bien dormi, la Caro. Ma sorcière Euh, bien-aimée. oui, alors, personnage récurrent, pour l'instant, j'en ai pas trop envie. Moi, j'aime bien explorer d'autres atmosphères et d'autres lieux. Et, euh, et j'aime bien que le lecteur ne sache pas exactement à quoi il va s'attendre quand il va ouvrir le prochain livre. Mais peut-être, enfin je dis pas non, je dis pas jamais, mais pour l'instant c'est peut-être pas le moment. Non, j'aime mieux me balader pour l'instant. Moi, Est-ce que tu lis, pardon, les critiques des blogueurs sur la toile? Oui, 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 bien sûr, je lis. Est-ce que tu as vu passer l'avis d'Anaïs, céréale lectrice, qui dit que Montmort, c'est un peu le cliché du village du JT de Jean-Pierre Pernaut, Ah perdu au oui, pied j'ai des vu ça, ouais. montagnes, Ouais, habité ouais, par des ouais. familles sans histoire qui se connaissent depuis longtemps et vivent en parfaite harmonie loin du tumulte de la ville. Hmm. J'ai bien aimé cette image, je trouvais que ça correspondait bien à ton roman. Bah oui, puis c'est tout à fait ça. Un village, et en plus, tu adores Jean-Pierre Pernaut. Donc, bah, forcément. j'ai un poster dans ma chambre en plus, donc je suis. Non, mais voilà, la vie de village, c'est ça. Tout le monde se connaît. C'est vrai que ça fait un peu Jean-Pierre Pernaut dans le sens où il y a des petites spécialités. Donc à Montmort, il y a une auberge qui cuisine très bien. Et puis tout le monde se connaît, c'est sympathique. On se connaît depuis l'enfance, on était à l'école ensemble, etc. Donc c'est apaisant. C'est un peu un cocon, une vie de village. Et voilà, c'est ça que je voulais apporter au début du récit pour que le lecteur se sente un petit peu en confiance et qu'après les événements s'enchaînent au point de troubler ses perceptions et ses certitudes. Alors, je vais lire les 3 pages de la fin pour Ouais, les. vas-y, s'il te plaît. Comme Non, ça, on peut après, rediscuter. on peut pas en spoiler, mais j'ai juste envie de dire aux gens qui ont lu le livre qu'ils peuvent se renseigner. C'est très facile d'avoir des renseignements sur Internet ou dans des revues spécialisées pour comprendre un peu plus ce que je propose. Euh, et c'est aussi le jeu de la balance, c'est-à-dire que je propose donc les sorcières, les légendes de sorcières, donc c'est quelque chose qui appartient au passé,
Maintenant, plus personne ne jetterait une sorcière du haut d'un rocher. Et de l'autre côté, il y a ce qui se passe maintenant et ce qui se passera un peu plus dans une dizaine d'années. Voilà, on ne peut pas trop en parler, bien sûr, mais... Donc oui, la fin est, j'ai envie de dire, contrebalance le passé du village et la sorcellerie. Et puis Non, moi, j'ai adoré cette fin. Bah oui. Parce que justement, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une fin déceptive dans un polar. Et pour le coup, je trouve que vraiment dans ce roman, il y a une ambiance, il y a une aura mystérieuse, il y a plein de choses qui font que on est perdu. On se demande même finalement si tu as certaines limites, parce que les choses s'enchaînent. Oui. Et on se demande surtout comment tu peux finir, quoi. Donc, oui, bien sûr, chapeau bien sûr. pour la fin. Oui, oui. Et puis bon, après, ce roman, c'est aussi une histoire d'amour hein, entre un père et sa fille, enfin l'amour qu'on porte à ses enfants. C'est aussi un sujet de fond dans le roman. Mais oui, mais ça, c'était volontaire. J'ai voulu vraiment que le lecteur il perde ses repères. Il se dise, mais on est dans un livre fantastique, on est dans un roman classique, comment ça va finir? C'est pas possible. Voilà. Et c'était le but vraiment c'est pour ça qu'à un moment, tout s'accélère. Les différents personnages, chacun ont un rôle et se perdent un peu dans ce rôle. Voilà, donc c'était pour coincer le lecteur. Bah, t'as très bien réussi. Merci Caroline. Et toi, tu repars en balade, là, en salon, en dédicace? Oui, là, c'est parti. Le prochain, c'est Bruxelles, l'Iris Noir, suivi de Brive, suivi de Toulon et suivi de Paris. Ormesson Noir? Voilà. Oui. Ok, pour les lecteurs de Paris. Oui. Bon, bah super, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. C'est bon? Bien une petite blague, une chanson, non, c'est bon? Non, mais si tu pouvais enlever ton t-shirt pour qu'on essaie de faire monter un peu les audiences. Tu crois? Bah, écoute, on peut essayer. Hein. Allez, on le fait ensemble, Jérôme. Allez, vas-y. À la une, à la deux. Mathieu, coupe. J'adore James Sallis. Qui n'aime pas James Sallis? Ah, moi j'aime pas. Ah, moi non plus. Pour situer le bonhomme, si tu ne vois pas de qui je parle, James Sallis a publié une quinzaine de romans. Ah, mais je pensais que c'était un mec qui avait trop sali. Moi j'aime pas les mecs qui salissent. Ah, d'accord, ok. Dont Drive, qui est devenu désormais un film emblématique, culte. James Sallis est un grand auteur américain. Un maître. T'es d'accord qu'un maître c'est pas très grand. Un maître c'est petit. Minimaliste. Élégant. Et d'autant plus évocateur. Alors, aujourd'hui je te parle de son dernier roman publié chez Rivage, Sarah Jane. Alors de quoi parle Sarah Jane? Ça parle de Sarah Jane. Bravo Sherlock. Bah je sais, c'est moi Sarah Jane. Non. Sarah Jane Pullman est flic. Elle a un passé compliqué, une enfance difficile, un passage dans l'armée ordonné par le tribunal et une expérience traumatisante pendant la guerre du Golfe. Ah oui, non, c'est pas moi en fait. Voilà, on est d'accord. La guerre, c'est moi. Elle est revenue d'Irak et a passé des années à dériver pour finalement atterrir dans la petite ville de Far. Et là-bas, elle accepte un emploi au service de la police. Et quand le shérif disparaît, Sarah Jane devient shérif par intérim et commence à enquêter sur cette disparition. Voilà, une intrigue classique, propre, nette. Ce roman, au-delà de l'enquête, et comme souvent, voire toujours chez Sallis, ce roman donc est presque une étude de personnage. L'histoire d'une femme qui va faire sa vie à partir du chaos qu'elle a traversé. Sallis écrit les mésaventures de la vie dans un style poétique bien adapté à son personnage principal, introspectif, mais reconnaissant. Je me dis que ce roman est presque une réflexion et une analyse sur la vie, sur la condition humaine, et même carrément de la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre. L'écriture et le style, c'est du Sallis, c'est propre, c'est méticuleux. Il va toujours droit au but. Allez, comme ça. Et je me dis, c'est vraiment ce que j'adore chez lui. Depuis ma lecture de Drive, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture. Avant, par le passé, quand j'étais plus jeune, j'adorais le style James Ellroy. Mais franchement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est un style qui me pète les... Non, franchement. Je préfère de loin le style James Sallis, ça c'est ma crise de la quarantaine. Pour résumer, hein, une précision quasi hypnotique. Voilà, je résume.
Et du coup, bravo pour le travail de traduction. On en parle pas assez souvent des traducteurs. Pour le coup, pour Rivage, c'est Isabelle Maillet. Franchement, bravo. C'est pas évident de retranscrire, je pense, le style de Salis. J'ai jamais lu en VO, mais j'imagine que ça ressemble. Bon, bref, donc je te conseille cette lecture. C'est Sarah Jane. C'est sorti il y a un mois, je pense, chez Rivage. C'est un roman court, et tu l'as compris, court et puissant. Court, il fait à peu près, il fait 200 pages. La préface est de Jean-Bernard Pouy. C'est de la qualité, il n'y a pas à chier. Donc c'est à la fois une intrigue autour du crime de disparition, et bien sûr une étude percutante du personnage de Sarah Jane, forcée par les circonstances de se battre pour sa survie, quoi. On est tous là, on y est tous en fait. Enfin. Bon, allez. Ciao, ciao. Et Caro, allez au boulot. C'est parti mon kiki. Nous accueillons Charlie Ménétrier-McGrath pour son 3e roman, Les Durs à cuire, qui vient de sortir chez Fleuve Édition. Coucou Charlie, coucou Caro. Coucou. Coucou. Coucou Charlie. Alors vas-y, raconte-nous tout, c'est ton 3e roman. Après Les Sales Gosses et Les Imbéciles Heureux, Les Durs à cuire. Raconte-nous l'histoire de ce livre et toi, comment tu es devenu auteur. 2 questions en une. Wow. L'histoire de ces livres, effectivement, c'est le 3e. C'est tout doucement, je crois que je glisse vers des personnages qui se rapprochent de plus en plus de personnages dans lesquels je pourrais moi me reconnaître. Je suis quand même partie d'une grand-mère de 80 ans, donc je me rapproche doucement de ma réalité. C'est l'histoire d'une famille sur 3 générations, 4 même on peut dire, parce que l'arrière-grand-mère est présente, mais sans l'être, qui n'a plus de lien pour des raisons qu'on découvre assez rapidement. Chacun s'est un petit peu construit en opposition avec la génération qu'il a élevée, et ils sont arrivés à un stade où ils sont pas fâchés, mais bon, ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas vraiment comment composer ensemble, donc ils n'ont aucun quotidien partagé. Voilà, Sixtine est une mère de famille bourgeoise, voilà, qui est la fille de 2 ex-stars du punk et doit à un moment accueillir ses parents chez elle, et c'est la panique à bord parce que, bon, en gros, depuis au moins 15 ans, ils n'ont pas passé plus d'une demi-journée ensemble, et là, il faut qu'elle les accueille d'abord en même temps, ce qui pour elle est une espèce de conflit de loyauté réactivé depuis le divorce de ses parents lorsqu'elle était gamine. Et en plus, sous le même toit, donc faire cohabiter tout ce petit monde, c'est la panique. Et alors du coup, il y avait 2 questions en une. Je te demandais comment tu étais arrivée à l'écriture. J'ai participé au concours Écrire au féminin, que j'ai remporté. Et puis derrière, les membres du jury, qui étaient pour la plupart éditeurs, m'ont donné leur carte en me disant, là, vous rentrez chez vous, puis vous savez ce qu'il vous reste à faire, faut nous envoyer votre roman. Et sauf que j'avais pas de roman. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un roman, et c'est Les Sales Gosses. Voilà. Et après, c'est allé hyper vite, en fait. Les éditeurs se sont arrachés, Charlie, et tu as choisi Fleuve. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça a été, c'est un parcours qui a été hyper rapide et un petit peu facile, en fait. Je vois les difficultés qu'on peut avoir à être équipé. D'ailleurs, je les connaissais au préalable, puisque c'est ce qui me feignasse comme je pouvais l'être, me faisait dire, oh non, mais n'écris pas un roman, parce que de toute façon, même s'il était chouette, n'arrivera jamais à te faire éditer. C'est trop compliqué. Voilà. Donc, c'est un rêve caché. Et c'est bien ça. Alors, Sixtine, ton héroïne, qui se retrouve pendant un week-end avec ses 2 parents, qui ont été fous amoureux dans leur jeunesse, qui peuvent plus se saquer. Elle va avoir une idée drôlissime dans le bouquin pour que ni l'un ni l'autre ne fiche le camp de sa maison. Comment t'es venue cette histoire de famille bloquée, confinée dans cette drôle de maison? Est-ce que je peux vraiment le dire? Parce que tu peux tout me dire, hein. En fait, j'avais eu cette idée de bloquer des personnages avant le confinement du Covid de mars 2020. Quand on s'est retrouvés confinés, je me suis dit que il y avait peut-être un truc à travailler parce que ça provoquait des choses. Enfin, moi, je voyais, j'avais des conversations avec des amis, des collègues sur WhatsApp, et puis
tout le monde racontait un peu comment ça se passait, cet enfermement avec pourtant des gens qu'on aime, mais compliqué, quoi. Enfin, voilà. Je vais pas l'expliquer plus longtemps. Je pense qu'on l'a tous vécu. C'est tous de quoi je parle. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, d'autant plus intéressant de le mettre avec des personnages qui ne se supportent pas. Pas qu'ils se supportent pas, c'est qu'en fait, ils ne l'ont jamais fait vraiment de vivre ensemble. Donc, j'imaginais des personnages qui se connaissent sans se connaître et qui sont obligés de me subir pendant quelques jours. Et l'idée que tu ne veux pas dévoiler, mais je sais pas si on la dévoile, de comment la maison se retrouve barricadée, je l'ai eu un petit peu en discutant avec toi, Caro. Désolée, il faut que je le dise. Pendant une drôle de soirée où tu as découvert ma drôle de maison. Voilà, mais je peux pas trop en dire, quoi qu'après c'est pas non plus un énorme mystère, mais oui, effectivement, il y avait une logistique qui m'a permis d'accéder à cette fermeture des portes. Enfin, tout ça, ça paraît très négatif, mais on parle quand même d'une mission de réconciliation. C'est positif. Oui, parce que je crois que, j'espère que, en fait, en fait, ils pensent se connaître, et puis c'est aussi un petit peu cette idée que finalement, on a souvent cette impression que les gens dans nos familles sont ceux qui nous connaissent le mieux, et moi je me demande si c'est pas ceux qui nous connaissent le moins bien en fait, parce que dans les familles, on est un petit peu, on a des rôles en fait assignés. Il y a l'aîné, je sais pas moi, la pleurnicheuse ou le pleurnicheur, le battant ou la battante. Enfin, tout le monde a une espèce d'étiquette un peu posée en fonction parfois de son rang de naissance ou d'attentes que les parents ont pu poser sur les enfants. Puis après, quand ils grandissent, voilà, on sait toujours dire, lui, il va réussir, ou lui, il va rien foutre, rien faire. Et puis on se retrouve un petit peu avec ces étiquettes. Et parfois, dans la vie, on arrive, j'espère, à se les enlever. Et quand on se retrouve tous au repas de Noël, parfois, c'est un peu électrique parce que ces étiquettes, elles nous sont collées sur la tête d'office. Moi, j'adore. Ça me parle tellement, les étiquettes, là. C'est exactement ça. Maman. Les fameux rôles à jouer dans les fratries, dans les familles. Ouais. C'est un roman, en fait. Moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est un roman, tu me disais il y a quelques jours par rapport au retour de tes lecteurs. Chacun prend ce qu'il veut dans ton roman, en fait, parce que tu abordes plein de thèmes. Il y a la thématique familiale, il y a cette maman Sixtine qui se retrouve pas vraiment dans ce rôle de maman de femme, elle sait plus trop qui elle est, il y a ses parents un peu dingues, il y a ce mari qui est là sans être là, qui est très absent, il y a les enfants, et chacun prend des petits bouts de ce roman pour ce qui lui parle le plus en fait. Est-ce que tu peux nous raconter ce retour que tu as de tes lecteurs qui se confient parfois sur ce qui les a touchés dans ce roman? Parce qu'il y a plein de choses, c'est un roman à la fois très drôle, à la fois touchant, on se balade dans plein d'émotions différentes. J'avais l'impression que Sixtine restait le personnage central. Et puis, effectivement, j'ai eu des retours de lecture où je me suis rendu compte que certains étaient plus touchés, soit parce qu'ils s'identifiaient, soit parce qu'ils identifiaient leurs parents. Alors, pas parce que c'était des ex-stars du punk, mais simplement parce qu'eux aussi avaient eu une éducation avec des parents qui ne répondaient pas à la norme. Voilà. Et puis, il y a la question de l'investissement de Sixtine, aussi de son rôle de femme qui est mère au foyer et qui gère un petit peu son foyer quand même comme une entreprise. Et puis derrière aussi ce défi qui va leur permettre de regarder tous dans la même direction, qui est quelque chose qui est complètement extérieur, qui est lié à l'école et qui est une question alors non pas de handicap à l'école, mais d'autonomie et d'accès des personnes handicapées dans les bâtiments publics. Et ça, il y a eu un retour de lecture en fait qui a vraiment soulevé ça, et ça m'a fait particulièrement plaisir parce que c'était important pour moi de le traiter. Parce que le personnage de Sixtine, elle est sur tous les fronts. Elle veut réconcilier ses parents. Elle se bat justement pour que le handicap soit accepté dans l'école dans laquelle vont ses enfants. Elle a plein de combats en fait à mener, et c'est un petit peu compliqué à un moment donné parce qu'on a envie de lui dire choisis, parce qu'elle s'éparpille vachement. En même temps, elle a envie de tout contrôler. Après, c'est une maman. On se retrouve en elle. Moi, je me suis retrouvée en elle pour plein de ses facettes, mais c'est vrai qu'elle a envie de changer le monde, et en ça, elle est très attachante.
Elle a Et- des post-it, et- elle prend des notes. On a envie de faire tout voler. Ouais, complètement, ouais. Et sa fille aussi, hein, son ado aussi, elle a envie de tout faire voler. Bah, Sixtine, je pense elle s'est construit un cadre ultra rigide pour pas voler en éclats, en fait. C'est un petit peu ce qui l'a sauvé quelque part. Moi, je lui jette pas la pierre hein, non plus. Ce côté très très rigide, c'est certainement ce qui a fait d'elle. Bon, c'est quand même une femme bien, je crois. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a des valeurs et bon, après, elle est excessivement dans le contrôle. Puis ce qui est Il bien, faudrait c'est qu'elle qu'elle est soutenue par son mari. complètement. Il est complètement présent. Complètement présent. C'est un homme voilà, qui lui a dit je serai là pour toi, ma chérie. Et pas de chance, alors il a un truc ultra important à faire au boulot et voilà. Et il Et elle va, sort toute seule aux commandes. Moi, j'ai envie de dire que ton roman est un roman rassurant, parce qu'on a tous des histoires familiales différentes, compliquées, et finalement, on s'y retrouve dans ton roman, parmi cette palette de personnages, tous différents les uns les autres. Et moi, ça m'a rassurée un peu. Je me suis dit, bon, finalement, il faut s'en sortir à un moment donné. Ça parle beaucoup de réconciliation, ton bouquin. On passe un super bon moment. Moi, j'ai été émue plusieurs fois dans ton bouquin par l'envie de Sixtine de réussir à tous ses combats, en fait. Je la trouve à la fois optimiste, à la fois tu la sens fragilisée parce que toute cette énergie qu'elle a débordante, si elle a besoin de faire tout ça, c'est que finalement, il y a un vide dans sa vie qui fait qu'elle a besoin de se consacrer à tous ces combats-là. Et puis, moi, j'ai aimé le thème de la réconciliation parce que finalement, elle est à fond. On ne va pas donner la fin du bouquin, mais elle a plein d'armes, elle a plein d'idées. Et voilà, moi, j'ai trouvé ce bouquin assez solaire et j'ai passé un super bon moment. ben merci, ça fait plaisir à entendre tout ça. Ça va bien avec la couverture d'ailleurs, parce que les macarons, c'est bien pour se réconcilier, je trouve. C'est pas mal, hein. Petite boîte de macarons pour dire pardon. Et ces titres, alors, les sales gosses, les imbéciles heureux et les durs à cuire, ils te sont venus comment? Les sales gosses est venu en 14 secondes parce que j'ai écrit la nouvelle pour ce qu'on se disait tout à l'heure pour le concours écrire au féminin. Et en fait, j'ai écrit la nouvelle et au moment où j'ai voulu la poster, ils m'ont demandé un titre. Donc, comme je voulais pas que ça saute tout ce que j'avais enregistré, voilà, les sales gosses est sorti. Et puis les imbéciles heureux, je cherchais pas du tout dans ce même registre, mais c'est vrai qu'il y a une continuité hein, entre les trois. Et je cherchais pas dans ce registre. J'étais en voiture, je revenais de Brive, si je me souviens bien, au volant, et j'avais à peu près toute l'histoire du roman. Et j'avais pas envie d'une expression sur ce registre-là, mais je sais pas, d'un coup, elle est apparue, j'étais au volant, je fais ouais, toute seule dans ma voiture, c'est bon, je l'ai. Ça me faisait plaisir, parce que ça fasse écho, parce que pour le coup, c'est un peu, c'est un spin-off des sales gosses, les imbéciles heureux. Donc j'aimais bien l'idée qui est ça. Et puis, pour les durs à cuire, du coup, je voulais pas, puisque je voulais pas laisser entendre que c'était possiblement encore peut-être un troisième tome, en fait, où on allait retrouver des personnages de la famille de Mamie Jeanne, etc. Mais je sais pas, il est venu. En fait, j'en voyais une vraiment avec ses macarons. Je la voyais, Sextine, du départ avec ses macarons. Et puis eux, je les voyais. Alors, effectivement, j'avais les durs à cuire avec le cuir comme le blouson de cuir plutôt. Et puis voilà. Mais on n'est pas rendu parce que je le dirai pas là, mais du coup, je suis en train d'écrire le quatrième et j'ai le titre là qui m'est apparu il y a 4 jours et je suis encore dans la Bah, c'est bien, tu restes dans la continuité. C'est en même temps, c'est comme ça, tu fais une belle œuvre. Je sais pas, il y a un moment peut-être que je vais plus en trouver. Je vais faire un titre de 50 lignes. Non, mais attends, parce que non seulement tu fais des titres, mais en plus, tu as des titres de chapitres qui sont tous cohérents en plus. Ouais. Donc, il y a des titres. T'es une madame titre. Celui-ci, pour le coup, les titres, celui-ci, c'est vraiment, à chaque fois, c'est toujours une phrase ou une expression qui est prise dans le chapitre. Et qui me semble, du coup, pas forcément le résumer, mais soit résumer le chapitre, soit le faire soit être le moment où ça bascule, où ça révèle quelque chose ou autre. Non, mais ce qui est sympa, du coup, parce que je sais, tout le monde ne lit pas les titres de chapitres, mais comme tu les lis, après, à chaque fin de chapitre, tu as l'impression d'avoir une explication ou une solution de quelque chose. Et ça, c'est sympa, je trouve. Ouais. Et ben merci de le noter parce que j'y ai travaillé, donc ça me fait bien plaisir que ça soit mentionné. Merci.
Bon, alors du coup, on part sur un macaron pour dire pardon et le roman de Charlie pour dire merci. Ah, ça me plaît. C'est pas mal, non? Ouais, on est top. Le slogan pour terminer l'interview. Ouais, Voilà. c'est beau ça. On est bien. Ouais, je crois qu'on est bien. Bah ouais, merci Charlie. Écoute, moi je Mais suis merci à contente de ce petit moment passé avec toi Ouais, et avec moi aussi. tes personnages du coup. Peut-être une petite info sur tes futures rencontres avec tes lecteurs? Des salons des rencontres à venir? Alors, Brief, du coup, là, qui est le prochain, D'accord. début novembre. Ensuite, on fait une dédicace en trio avec Karen Ponte et Delphine Giraud. D'accord. Parce qu'on est la team Feel Good Fleuve. Alors, c'est dans le 49, c'est à Mazé-Mignon. J'ai peur c'est Mazé le premier mot et je crois que c'est Mazé-Mignon. Dans le Maine-et-Loire. Exactement. Le 13 novembre le matin et l'après-midi à Saumur. Toujours le 13 novembre. Voilà. Et à 19h à Saumur, toujours pour l'apéro, j'imagine. Mais là, je viendrai. C'est pas très très loin de chez moi. Ah, pas mal. Eh ben, écoute, on peut en discuter, mais oui, en plus, j'arrive la veille. Et le 2 décembre, pas loin de chez moi, à Bron, qui est côté de Lyon. Commune. Ok. À Lyon, voilà. Excellent. Ok, voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas, abonnez-vous à la page de Charlie Insta, la page Facebook, et vous retrouverez toutes les infos des futures rencontres avec Charlie. Merci Charlie. Merci, salut. Amis lectrices, amis lecteurs, bonjour, je suis Anthony du blog Les Livres de K79. Jusque-là, j'étais un spectateur assidu de l'apéro des carreaux première version. Je suis donc d'autant plus ravi aujourd'hui d'apporter ma petite touche à l'apéro des carreaux 2.0. Alors pour tout vous dire, les Carolines sont des filles super sympas, personne n'en doute, mais elles sont un petit peu à cheval sur le timing. C'est pour ça que je vais essayer de faire assez vite pour vous parler de l'un de mes coups de cœur de l'année, issu de la rentrée littéraire, en l'occurrence Enfant de salaud de Serge Chalandon aux éditions Grasset. Alors Enfant de salaud, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est un roman en partie autobiographique dans lequel Serge Chalandon nous parle de son père. Alors il avait déjà abordé le sujet dans un roman précédent intitulé Profession du père, qui était très bon entre parenthèses, mais cette fois-ci il préfère se concentrer plus précisément sur son rôle durant l'occupation allemande. Le narrateur, qui est donc l'auteur, tombe par hasard sur le dossier judiciaire de son père. Il comprend très très rapidement que celui-ci n'est pas le héros qu'il a toujours prétendu être depuis la fin de la guerre. Il a participé à différents bataillons, dans différents camps, que ce soit dans la résistance, dans les nazis, enfin dans tous les cas, un destin complexe et nébuleux. Nous sommes en 1987 et le narrateur, qui est aussi journaliste, il participe au procès très médiatique de Klaus Barbie et il va essayer de profiter de ce moment pour essayer de confronter son père. Il va se retrouver alors face à ce personnage atypique et fantasque. Il va chercher la vérité, essayer de lui faire avouer ses mensonges, pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'homme qui se cache derrière ce père avec qui il a toujours eu du mal à communiquer. Mais la mission va être beaucoup plus complexe que prévu. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est bien sûr les émotions que sait si bien transmettre Serge Chalandon, mais c'est aussi sa capacité à traiter d'un sujet non pas par les faits eux-mêmes, mais à travers les femmes et les hommes qui ont fait cette histoire. Alors que ce soit les bourreaux, les morts, mais il s'intéresse surtout aux rescapés. Alors son écriture est faite de courtes phrases, qui sont un petit peu déstabilisantes au début, mais vous verrez qu'ils deviennent très rapidement envoûtantes. Avec lui, vous assisterez au procès, avec toutes les atrocités de la guerre et toutes les conséquences sur les victimes. Et lors de ces échanges avec son père, vous comprendrez toute la difficulté de déterrer des secrets et de communiquer en famille. Vous aurez donc bien compris que je vous recommande fortement cet auteur, qui est capable d'aborder des thèmes importants de l'histoire, tels que la guerre à Beyrouth ou les combats de l'Iran en Irlande, mais tout ça par le biais de la petite histoire. Il faut donc absolument que vous lisiez Serge Chalandon si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez, c'est émouvant, parfois frustrant, et en même temps tellement juste, tellement humain, un véritable coup au cœur. Voilà, ce sera tout pour mon conseil du jour. Bonne lecture à tous et bonne lecture à toutes. À vous les carreaux. Caro, tu démarres? Allez. Alors, troisième et dernier invité du jour, Wendell U3, que l'on reçoit pour Le Paradis des Vauriens, son dernier roman qui vient de paraître aux éditions Slatine. Bonsoir Wendell, tu vas bien? Bonsoir, ouais, parfaitement. Je suis très heureux d'être avec vous, les deux carreaux.
Bienvenue à l'apéro des carreaux. Merci, merci. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. J'étais de l'autre côté de la lorgnette avant. Maintenant, je suis invité et franchement, j'en suis très heureux. Alors, tu es invité pour un livre qu'on a adoré, Caroline et moi, qui s'appelle Le Paradis des Vauriens. On voudrait que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ce livre et puis comment tu en es venu à l'écriture, parce que ce n'est pas ton premier roman. Non, c'est mon 11e livre, 10e roman. Et comment j'en suis venu, c'est un peu à l'écriture, c'est un peu à hasard, même si j'ai toujours écrit, je pense, au plus loin de mes souvenirs. Surtout, et ce qui est étrange avec moi, c'est que j'avais l'impression surtout d'avoir besoin d'écrire quand j'allais pas super bien, en fait. Un peu comme un exutoire, donc je me laissais aller un petit peu à des textes. Et en 2009, quand j'étais en Afghanistan, pareil, c'était des moments assez tendus. Je voulais pas trop me perdre dans la télé. Je suis pas quelqu'un qui regarde la télé. Et je me suis remis à l'écriture. On dit juste que du coup, ton vrai métier, c'était d'être flic. C'est pour ça que tu étais en Afghanistan. Exactement, ouais, j'ai fait une carrière de policier, je suis à la retraite aujourd'hui, et voilà. Et en 2009, donc en étant là-bas à Kaboul, étrangement, j'ai eu le besoin de faire quelque chose qui me sorte de cet endroit entre guillemets, quoi, parce que ça se passait quand même bien, mais j'avais besoin d'autre chose, et je me suis remis à l'écriture de ce premier roman. En 2009, je l'ai terminé en 2014 quand j'étais au Kosovo, cette fois encore. Et voilà, et en 2014, donc j'ai publié mon premier roman. Alors, c'est ton 3e roman chez Slatkin Éditions. On peut dire que tu as été mis en lumière l'année dernière avec Livre de poche, avec Les yeux d'Ava, qui est sorti donc en format poche. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, puisque c'est vraiment là qu'on t'a découvert. Le grand public a pu te découvrir. Oui, c'est vrai que ça a été un tournant, ce roman, dans mon écriture, mais également dans mon déroulement, on va dire, de vie d'auteur. Je pense que c'est ce roman qui a fait que Slatkin me remarque. Et puis du coup, Poche a eu envie, après l'avoir lu, de l'éditer, alors qu'il n'avait pas été édité du tout en grand format, en fait. Il vient vraiment du monde de l'auto-édition. On a changé le titre, ça s'appelait La tête du lapin bleu. Ils ont gardé la couverture que j'adore. Et voilà. Et puis ça a vraiment super bien marché. Je suis très heureux que le livre de Poche m'ait fait confiance avec ce roman. Et puis ça a l'air de continuer et ça me plaît vraiment beaucoup parce que jamais j'aurais rêvé d'être un jour publié au livre de Poche. Voilà. Donc c'est un rêve. Tout vient à point qui sait attendre. C'est ton plus gros coup de cœur de l'année dernière, Caro, je crois, non? Ouais, Les yeux d'Ava, ouais. C'est mon coup de cœur intersidéral 2020. 2020, pardon. Merci. Alors, faut qu'on dise un petit mot sur Le Paradis des Vauriens. On voudrait que tu nous pitches l'histoire, s'il te plaît, sans en dire trop, forcément. Ouais. Alors, Le Paradis des Vauriens, c'est l'histoire de 2 enfants un peu écorchés, à l'âme un peu fragile. On découvre tout d'abord, en début de roman, un personnage qui n'a pas de nom, qui s'appelle Sans nom d'ailleurs, qui voyage avec son baluchon, on ressent en lui énormément de colère, de tristesse aussi sans doute. Il fuit quelque chose ou quelqu'un, on sait pas bien. C'est quelqu'un qui est hargneux, qui est violent et on voit qui semble désespéré. Et il arpente les routes du sud-est de la France sans trop savoir où il va. Et juste le chapitre suivant, donc on fait juste la connaissance de ce personnage. Et le chapitre suivant, on fait la connaissance de Lucia la Douce. C'est une femme qui est jeune, qui a 22 ans, qui vit à Anvers et qui vit de ses charmes. Et on est en 36, c'est la crise, c'est compliqué, et alors qu'elle devrait pas, elle va vendre ses charmes à un moment où elle est féconde et elle va tomber enceinte. Elle va retourner dans le nord de la France pour avoir son bébé, et elle va mettre au monde le jeune Hugo, un jeune garçon un peu chétif, un peu fragile, qu'on va voir grandir. Et c'est la vie de ce personnage qui un jour va faire la rencontre du second personnage écorché, qui est un personnage que j'adore. Par-dessus tout, dans ce roman, c'est sans doute celui qui m'a plu le plus. C'est le personnage de Kalia, une jeune fille d'origine tzigane, qui a été recueillie par un homme qui est ferrailleur. Et elle est aussi une écorchée de la vie. Et ces 2 êtres, Hugo, un peu associable, et puis un peu violent également,
va rencontrer donc Kalia, et ces deux êtres vont être un peu chacun la béquille de l'autre. Et Tu va m'as en dit- être. Tu m'as Pardon? dit que Kalia n'aurait pas dû être aussi importante dans ton livre hein, et que finalement le personnage s'était imposé à toi. Comment ça s'est passé? Alors c'est tout à fait vrai. En fait, ce roman devait être un thriller, thriller très très noir. C'est comme ça que j'avais vendu entre guillemets le synopsis à mon éditeur. J'avais écrit un synopsis vraiment très très détaillé et Kalia existait, mais elle était un personnage secondaire qui intervenait, on va dire, pour un quart de l'histoire. Et alors que j'arrivais au troisième chapitre, au quatrième chapitre, lorsque on rencontre Kalia, je sais pas dans quelles circonstances, mais ce personnage m'a un peu envoûté. Et il s'est imposé. Ça a été un personnage que j'ai tout de suite voulu étoffer. Et en fait, la place que Kalia a pris dans cette histoire a complètement vampirisé l'histoire. Et du thriller, il y avait un enlèvement, enfin, il y avait des choses assez horribles dans ce thriller. Et l'histoire a complètement dévié, et j'ai donné la priorité à ce personnage et à l'amitié qui était naissante avec Hugo. Et ça a complètement changé l'histoire pour mon grand bien, parce que franchement, j'aurais regretté de pas l'écrire tel qu'il est. Ouais, ça fonctionne bien. Je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'elle t'a envoûté. Parce que moi, ça m'a fait tout à fait la même chose. Et effectivement, du coup, les chapitres où elle n'est pas là, elle nous manque presque. Ben, je l'ai aussi ressenti comme ça, je dois être honnête, mais bon, l'histoire est construite de telle façon. Alors, j'ai quand même gardé une sorte de squelette de mon premier roman, parce que ça m'intéressait, et j'ai adapté de garder ce squelette, et j'ai adapté, donc la fin est pas du tout la même que ce que j'avais prévu au départ, vu que c'était pas du tout cette histoire. Mais c'est vrai que Kalia, j'aurais presque pu écrire le livre uniquement avec elle et Hugo, sans avoir cette autre partie de son nom, mais je pense que c'est un tout. Parfois l'histoire elle nous échappe. Là, elle m'a complètement échappé. Pas de façon échappée dans le sens où je ne maîtriserai rien. C'est pas ça du tout. C'est qu'elle m'a échappé dans le sens où j'ai voulu aller ailleurs. J'ai voulu parler d'autre chose et dire autre chose et baser vraiment cette histoire avec ces deux personnages qui sont. Enfin, je pense que c'est les deux plus beaux personnages que j'ai eu la chance de travailler en écrivant. Alors c'est rigolo parce que le lecteur se fait manipuler par l'auteur et là pour le coup l'auteur s'est fait manipuler par ses personnages. Ouais, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive en fait. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Les trois premiers romans que j'avais écrits, j'écrivais en me laissant aller, c'est-à-dire que je me laissais guider par l'histoire des personnages et je me laissais un peu aller. Et à partir du troisième roman, à partir du quatrième, à partir de Vanda, là j'ai vraiment construit une histoire avec un vrai synopsis. J'ai vraiment voulu pousser plus loin mon travail et puis la préparation du travail. Et étrangement, même malgré ça, en écrivant des synopsis, des scénarios, malgré ça, parfois, il m'arrive de dévier. Ça ne m'était jamais arrivé d'une façon aussi importante qu'avec Kalia et Hugo, mais ça m'est déjà arrivé. Enfin, je veux dire, enfin, sinon, ça serait un peu triste de toute manière d'écrire et de rester dans ces ornières, dans les ornières, et puis pas pouvoir un peu avoir cette liberté. Là, ça a été un peu différent. Ça a été vraiment ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Alors tu écris aimer le destin, c'est le forcer à vous écouter pour que un jour à son tour il vous aime un peu. Ça veut dire qu'on est toujours maître de notre destin, Wendell? J'aime à le croire. J'aime vraiment à le croire. C'est quelque chose que j'essaie de faire transparaître au travers de mes romans. D'ailleurs, dans Les yeux d'Ava, je pense que c'est un peu ce qui transcende cette histoire. Je l'ai écrite pour ça, parce que je pense qu'on a tous des hauts et des bas, tous. On a tous des moments où on a envie de lâcher. On a tous des moments compliqués. Et on n'a pas toujours ce réflexe de se dire bah, je vais me battre. Ce côté résilient, un peu, il y a un peu de ça. Je crois qu'on a des armes, en tout cas, pour faire en sorte que le destin nous écoute un peu plus que ce qu'il veut bien parfois. Bon, en tout cas, Le Paradis des Vauriens est sorti début octobre. On compte sur tous les abonnés Caro Booking et l'apéro des Caro. C'est pas grave, on coupera. Mais pas dans le bêtisier. Bon, on recommence. Pardon, hein, mais du coup, je voyais l'heure qui tourne, alors je me suis dit qu'il faut qu'on coupe, qu'on clôture, parce que sinon, on peut parler pendant des heures.
Donc, je reprends. Le Paradis des Vauriens est donc sorti en début de mois. On est ravis. On espère que tous les abonnés des Apéros des Carreaux auront envie de le lire. Et alors, juste avant que tu nous quittes, dis-nous où est-ce qu'on peut te rencontrer en salon sur cette fin d'année, s'il te plaît. Alors, j'ai un salon le 11 décembre à Rimboncourt, ça s'appelle le Noir Polar, je crois. Noir Charbon, pardon. Et ensuite, bon, c'est une surprise, mais parce que ça n'a pas encore été annoncé, mais je devrais être le 27 et 28 novembre à Noir d'Ormesson et le 20 et 21 au salon du Touquet. Merci. Merci, vous aussi, profitez bien. Bisous, Caro. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. À Ciao. plus.